Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Je suis ravie de faire ce webinaire aujourd'hui avec Saïd Chaban qui va pouvoir se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Saïd Chaban, la société Ulmeka. Je travaille d'appui à l'UNM euh, pour tout ce qui est normes. En fait, tout ce qui est appui technique sur les normes, sur l'élaboration des normes. Voilà. Et tu es aussi un expert chevronné de la commission UNM 31. Voilà. Je fais partie de l'UNM 31. Fais depuis longtemps déjà. Je ne vais pas vous dire le nombre d'années. Mais voilà, je participe à l'UNM 31 depuis longtemps. Avant, c'était l'UNM 33, avant que ça devienne l'UNM 31. En fait, il y avait, donc dans le temps, c'était séparé. L'UNM 33 s'occupait de tout ce qui est transmission pneumatique et l'UNM 31 de tout ce qui était hydraulique, on va dire. Et il y a eu une refonte. Je pense que Juliette vous parlera mieux que moi de ces refontes de la normalisation française. Voilà. Ouais. Et donc, Et juste pour terminer, je fais partie aussi de la délégation française pour tout ce qui concerne les normes en pneumatique, que ce soit donc les groupes de travail. Je pense que Juliette vous expliquera l'organisation de la normalisation internationale. Donc, je fais partie de nombreux groupes de travail concernant la pneumatique. C'est le TC 131 qui s'occupe des transmissions pneumatiques. Donc, voilà. Merci, Juliette. avec plaisir Saïd. Et donc, je suis Juliette Buland, donc je travaille avec Saïd et beaucoup d'autres experts. Je m'occupe de la commission UNM 31, donc effectivement qui regroupe les transmissions dans l'équipe pneumatique. Au niveau français, et on suit notamment tous les travaux relatifs aux groupes de travail internationaux. On a aussi un groupe de travail européen relatif aux accumulateurs. On n'en parlera pas aujourd'hui. Nous, le gros de notre travail, ça concerne principalement l'ISO. Voilà. Donc, on a eu effectivement une refonte en 2022. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que en fait, plusieurs instances étaient suivies par plusieurs commissions. Donc, pour éviter les redondances, on a décidé voilà, de rendre le fonctionnement de ces commissions un petit peu plus optimal. Donc, sans transition, le programme de notre webinaire. Donc, on va commencer par une présentation des principes généraux de la normalisation. Il ne s'agit pas de faire un exposé approfondi et très scolaire de la normalisation, mais vraiment de vous donner un panorama de ce à quoi on peut ressembler via les travaux qu'on fait dans la commission UNM 31. Et on en a deux, en fait, qui sont phares en ce moment. C'est donc la fiabilité des composants qui sera présentée par Saïd Chaban et un aspect étanchéité. Donc on a une proposition de rapport technique, une proposition française de rapport technique donc, à l'Organisation internationale de la normalisation qui concerne les bonnes pratiques à adopter pour choisir les joints théoriques. Voilà. Et puis on clôturera ce webinaire avec une rapide présentation des outils pratiques, donc de la vie de tous les jours, qu'on utilise et que les experts utilisent pour voilà, vous faciliter la vie au quotidien en normalisation. Donc, les principes généraux. Tout d'abord, il convient de casser le mythe. Donc aujourd'hui, on a deux types de normes. On a des normes d'application obligatoire et on a des normes d'application volontaire. Une norme, ça englobe beaucoup de choses, à commencer par des normes juridiques. Donc, on sait qu'il y a environ 400 000 règles et à mon avis, c'est un chiffre relativement approximatif. Donc, c'est notamment les lois, c'est tout ce qui est décret, arrêté, circulaire. Et puis, ce qui nous concerne, nous, plus directement, c'est ce qu'on appelle les normes d'application volontaire. Donc, ce sont les normes techniques. Donc, les normes que nous, on fait à l'ISO et ailleurs, et aussi au niveau français. En fait, l'amalgame, il est souvent fait entre les normes juridiques qui sont évidemment obligatoires et les normes techniques qui sont volontaires. En fait, dans les normes techniques, on a environ 35 000 normes, et sur les 35 000 normes techniques, il y en a environ 1 seul % qui est obligatoire, et c'est notamment tout ce qui est les normes européennes.
D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse et si l'envie vous prenait de consulter des normes techniques d'application obligatoires, il y en a environ 350 qui sont disponibles gratuitement sur le site de l'AFNOR. Voilà. Donc, les principes généraux, comment ça marche? Alors, la normalisation, c'est basé sur 5 grands principes qui sont le consensus. Donc, on se réunit entre experts. Les experts techniques débattent entre eux. Donc, il y a plusieurs collèges, hein. Je ne vais pas entrer dans les détails, j'en reparlerai après, mais voilà, il y a des collèges fabricants, il y a des collèges qui sont plutôt axés support technique, il y a des collèges utilisateurs, voilà, il y a des syndicats, etc., etc. Mais le consensus, c'est en fait que malgré le désaccord, euh, on arrive à trouver un terrain d'entente pour que le texte, le document, la norme qui va entrer en vigueur ou qui va être publiée selon sa portée, va bénéficier au plus grand nombre. Ensuite, on a tout ce qui est ouverture. Donc, c'est à la fois une ouverture d'esprit. Donc, je pense notamment à l'ISO, c'est voilà, faire cohabiter des cultures qui ne sont pas forcément la nôtre. C'est aussi faire cohabiter des objectifs différents. C'est faire cohabiter des pratiques différentes. Donc, voilà, c'est aussi une ouverture. C'est pas seulement une ouverture sur la technique, c'est aussi une ouverture sur le monde. Donc, l'application volontaire, c'est les experts qui s'engagent en normalisation. Voilà, donc ils sont investis, qui sont volontaires pour travailler sur le sujet dont ils sont experts. Les normes, c'est aussi une mise à jour régulière. On a ce qu'on appelle des examens systématiques, donc ça porte très bien son nom, c'est-à-dire que tous les 5 ans, c'est un petit peu comme les Jeux Olympiques, sauf que c'est tous les 4 ans. Tous les 5 ans, il va avoir un examen de la norme et on va vérifier si oui ou non la norme est toujours d'actualité. Si oui, très bien, parfait, on ne change rien. Par contre, si ce n'est pas le cas, il va falloir faire quelques petites modifications. Et enfin, la transparence, c'est être transparent dans ce qu'on transmet comme information, c'est faire preuve aussi de bonne volonté, si je puis dire, pour trouver le consensus, pour faire en sorte que la norme soit vraiment un outil qui bénéficie au plus grand nombre et qui soit surtout collectif. La normalisation, c'est une preuve d'intelligence collective. Voilà. Donc là, on passe aux différents niveaux en fait, de la normalisation dans le monde. Donc la normalisation, on en a au niveau international. Donc il y a ce qu'on appelle l'ISO. Donc, ces initiales, c'est pour International Standardization Organization. L'IEC, c'est la commission électrotechnique. Donc c'est le pendant de l'ISO, mais pour la filière électro. Au niveau français, on a l'AFNOR, donc qui regroupe l'AFNOR à proprement parler et aussi tous les bureaux de normalisation sectoriels qui agissent sur mandat d'AFNOR. Donc nous, par exemple, à l'UNM, on s'occupe de la mécanique, de l'acier et du caoutchouc principalement. Et enfin, on a aussi les normes européennes. Donc là, c'est encadré par le CEN et CEN-Sénélec. Sénélec, comme son nom l'indique, c'est aussi le pendant électro pour la filière européenne. Donc, on a les normes ISO, donc internationales, la reprise est optionnelle, c'est-à-dire que on peut, oui ou non, en faire une norme française qui est applicable au niveau français. Voilà, ça se décide généralement un peu plus tard dans le processus de normalisation. Par contre, les normes EN, il y en a quand même une bonne partie qui deviennent obligatoires pour des questions de réglementation, de directive. Donc, la normalisation, les principes généraux. Le système français, il repose sur le décret 2009-697. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a une complémentarité totale entre les opérateurs du système. Donc, c'est le bureau de normalisation, c'est l'AFNOR, c'est les différents en fait, acteurs du système et les experts qui apportent le fond technique des documents. Donc, les experts, ils se réunissent via des commissions de normalisation. Donc, nous, en l'occurrence, aujourd'hui, on parlera de l'UNM 31. Les commissions de normalisation, elles dépendent d'un bureau de normalisation. Donc, ça peut être AFNOR, mais ça peut être, comme vous le voyez, le BNA, donc le bureau de normalisation de l'automobile, le bureau de normalisation de l'aéronautique, le BNAE, le BNG, donc le bureau de normalisation du gaz, et j'en passe. Il n'y a pas que.
Mais voilà, ça, c'est ceux qu'on a identifiés comme ceux qui reviennent le plus souvent, avec lesquels on est le plus en interaction. Donc tout ça, c'est chapeauté par AFNOR. Et au-dessus d'AFNOR, il y a ce qu'on appelle le délégué interministériel aux normes. Donc c'est qui va avoir un rôle extrêmement politique et au niveau des ministères, notamment le ministère de l'Industrie, pour savoir comment tout ça s'organise. Dans les commissions de normalisation, on retrouve donc des fabricants, on retrouve des utilisateurs, on retrouve aussi des autorités réglementaires. Il y a notamment dans certaines commissions le ministère du Travail qui est représenté, des supports techniques et des évaluateurs. Les évaluateurs, ça peut être notamment l'INRS. Donc, la normalisation, en fait, c'est aussi et surtout un outil de soft power qui est stratégique. Donc, quand on dit soft power, on entend déjà du réseau, parce que intégrer une commission de normalisation, c'est aussi rencontrer des experts. C'est voilà, c'est échanger sur les bonnes pratiques, c'est échanger sur des documents qu'on utilise ou pas. Voilà, donc des normes. C'est aussi l'influence. Donc, ça va être force de proposition, puisqu'être force de proposition sur un document, ça permet aussi d'avoir la main pour faire passer des avis techniques qui nous sont favorables ou qui sont favorables à la France. Voilà, c'est donner son avis et défendre ses positions à l'international. C'est aussi anticiper. Un des gros avantages de la normalisation, c'est aussi d'avoir une fonction de veille, c'est-à-dire notamment d'identifier, alors là où il va y avoir des trous dans la raquette dans le domaine normatif, sur un sujet donné. C'est aussi surveiller une norme qu'on utilise dans son entreprise et puis s'apercevoir qu'elle va être révisée et que la révision ne nous convient pas du tout. Donc, c'est aussi pouvoir se dire qu'on va pouvoir agir avant que ça soit trop tard, entre guillemets. La normalisation, c'est aussi une forme d'innovation. Donc, la normalisation, un des principes de base, c'est de refléter l'état de l'art. Voilà. Donc, faire de la normalisation, c'est aussi observer les évolutions du marché, c'est détecter les nouvelles technologies, c'est voilà, c'est s'adapter en permanence. Et aussi, donc nous, intégrer une commission, c'est aussi avoir une veille qui est facilitée. On peut accéder au projet de normes avant leur inscription, généralement parce que c'est discuté en amont, en fait, avant que le projet existe. Il y a des discussions. Donc, c'est possible, si jamais le projet ne nous arrange pas, de pouvoir intervenir à temps. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, comment on travaille, comment ce petit monde interagit, c'est vraiment en termes de synergie. C'est vraiment une synergie qui s'opère au service des industriels. Donc, nous, à l'UNM, on travaille beaucoup avec les centres techniques. Donc, je pense notamment au CETIM et avec les organisations professionnelles. Et en ce qui nous concerne, c'est Artema, donc le syndicat des industriels de la mécatronique. Donc, pour vous donner un rapide aperçu, donc les centres techniques industriels, on a le CETIM, donc pour les industries mécaniques, le CETIAP pour l'aérolique et le thermique, et IS, Industrie de la soudure. Donc, c'est tous ceux qui vont apporter vraiment une expertise technique. Les centres techniques qui participent au financement de la normalisation, ils effectuent aussi tout ce qui va être prénormatif, R&D. Voilà. Ensuite, les organisations professionnelles. Alors là, on en a plusieurs. Il y a la FIM, qui est donc la plus importante. Il y a la FFA, qui est la Fédération française de l'acier. A3M pour la métallurgie et la Nova pour le caoutchouc. Donc, eux, leur travail, c'est vraiment d'élaborer et de piloter la stratégie normative. Et nous, enfin, à l'UNM, on est vraiment dans une dynamique de conseil pour bâtir une stratégie normative. Pour les experts qui veulent s'inscrire dans les groupes de travail SEN et ISO, ça passe également par nous. On a la préparation aussi, l'exécution du programme de normalisation. Donc, travaux normatifs et études en cours. Donc, très rapidement, aujourd'hui, la commission de normalisation qui nous intéresse, c'est la commission UNM 31 pour les sujets qu'on va aborder. Donc, les instances suivies, comme on l'a dit tout à l'heure, donc le principal, c'est le comité technique 131 donc pour les transmissions de et pneumatiques. Il comprend 9 sous-comités, 18 groupes de travail. Au SEN, on suit notamment le WG5 sur les accumulateurs et on suit aussi d'autres instances. Donc, la participation, elle consiste notamment à voter, à répondre aux enquêtes et à avoir une influence internationale. Le parc de normes de la commission NM31 comprend
116 normes en dernière date, dont 11 franco-françaises, 5 normes européennes reprises en normes françaises et 107 normes ISO. Donc vous verrez vraiment que nous, notre pôle d'activité se fait vraiment à l'international. La commission comprend 34 experts, dont 20 fabricants et 12 supports techniques. Donc, la commission est présidée par Alexandre Cécile de Parker-Olaire. L'organisation professionnelle, comme je vous disais, c'est Artema. Le support technique est représenté par le Centre des essais techniques des industries mécaniques, donc le CETIM. On a un utilisateur qui est H2 Nova, qui agit beaucoup dans le domaine de l'hydrogène, qui a fait notamment H2Ref. En termes de fabricants, on a une représentation assez importante de Parker-Olaire, Parker Hannifin, Nexter Systems, Poquelin Hydraulique, Stobli, FP Hydraulique et Egnan Industrie. En termes de sujets à, de sujets à fort intérêt pour la France. Donc, en ce moment, on a e-class, donc tout ce qui va être classification, terminologie, et le pendant français à cela qui va être PLIB, donc ontologie, en fait, classification, définition, propriété, accumulateur, étanchéité, dont on parlera plus tard aujourd'hui, et la fiabilité. Et sur ces bonnes paroles, je vais laisser la main à Saïd. Oui, merci Juliette. Donc en fait, là, je vais vous parler de fiabilité des composants pneumatiques. En fait, l'utilisation de la fiabilité dans les transmissions pneumatiques, elle repose déjà sur une compréhension de la fiabilité en mécanique en général. Tu peux passer s'il te plaît. Voilà. Donc, avant de vous parler des normes que nous traitons donc en commission concernant la fiabilité, je vais vous faire un très succinct rappel des fondements de la fiabilité des systèmes mécaniques. Je vais vous parler un petit peu des lois de probabilité usuelles utilisées en fiabilité, l'estimation des paramètres de fiabilité. Pourquoi je fais ce rappel? Parce qu'il est très important pour comprendre un petit peu les enjeux de cette norme et surtout de bien saisir le travail qui est fait en normalisation. Ce n'est pas, en fait, on travaille surtout en transmission, en transmission pneumatique, on travaille surtout sur la définition des essais pour justement aller comprendre la métrique de la fiabilité et non pas sur l'établissement de règles statistiques concernant la fiabilité. Le suivant, merci. Donc, les caractéristiques les plus importantes utilisées en mécanique, c'est immédiat, hein, c'est la durée de vie, hein, c'est la période qui sépare la mise en exploitation d'un produit jusqu'à sa défaillance. Une des fonctions importantes, c'est la fonction de défaillance, c'est la probabilité pour que survienne une panne jusqu'à un temps T donné. La fonction de fiabilité, c'est la probabilité de fonctionnement sans défaillance jusqu'à ce temps. Donc, vous voyez, hein, la fonction de défaillance et la fonction de fiabilité sont reliées. Hein. Après, on a le taux de défaillance. C'est en fait, en considérant un temps T à un temps delta T, donc plus loin, c'est d'avoir la probabilité d'avoir une défaillance sur un échantillon de produit. La disponibilité, donc, c'est l'aptitude d'un appareil à être en état d'accomplir sa fonction. Et la maintenabilité, c'est l'aptitude d'une entité, d'un appareil à être maintenu ou rétabli dans son état euh, pour qu'il puisse accomplir sa fonction. Donc, vous voyez, hein, la fiabilité quand même des répercussions, même sur la maintenabilité et disponibilité des produits. Concernant donc les deux fonctions les plus importantes, c'est la fonction de défaillance. C'est donc c'est la durée de vie d'un système ou d'un composant été si donc au bout de ce temps T inférieur à la durée de vie du composant et à la probabilité d'une défaillance, on notera cette fonction f. Donc vous voyez qu'au début, en fait, il n'y a pas du tout de défaillance au début de vie d'un produit, hein, ce qui est normal, il n'y a pas de défaillance et le taux de défaillance augmente en fonction du temps.
Donc, c'est une fonction qui est comme ça en S, croissante. Et à l'inverse, tu peux passer, Juliette. Donc, on a la fonction de fiabilité. Donc, on a cette fonction en fait opposée, on va dire, hein. Donc, on a la fiabilité qui est très importante au début de vie d'un produit, ce qui est normal, et qui va s'amenuiser au fond du temps. Donc, c'est la probabilité pour qu'il n'y ait pas de défaillance au bout d'un temps T voilà, qui est donné. C'est l'aptitude au bon fonctionnement d'un système. Et cette aptitude au bon fonctionnement diminue avec le temps, ce qui est normal aussi parce que les produits vieillissent, etc. Le taux de défaillance instantanée, hein, comme je vous le disais, donc on prend une période de temps, on regarde quel nombre d'appareils, statistiquement, hein, bien sûr, la probabilité pour qu'un appareil tombe en panne. Donc, en fait, c'est représenté par cette espèce de courbe, ce qu'on appelle une courbe en baignoire. Donc, on voit qu'il y a un très grand nombre, quand on prend une population d'appareils donnés, une population de produits donnés, dans la première période, ce qu'on appelle la période de jeunesse, il y a un très, très grand nombre qui présente des pannes, qui a une probabilité de présenter des pannes importantes. Dans la vie utile, on voit qu'il y a une stabilité de ce taux et bien sûr, dès que les produits vieillissent, le taux de fiabilité, en fait, de défaillance augmente. Donc, il y a une relation, hein, comme vous pouvez le voir, entre le taux de défaillance et la fonction de fiabilité d'un produit. Les paramètres de sûreté de fonctionnement, qui sont des paramètres observables, contrairement aux autres qui sont des paramètres statistiques, c'est des paramètres observables. C'est le MTTF, c'est la durée moyenne de fonctionnement d'une entité, d'un appareil, avant la première défaillance. Le MTTR, c'est le temps entre deux réparations, c'est le temps moyen de réparation en fait. Il est calculé en additionnant les temps actifs de maintenance et les temps de maintenance en fait. Les temps avant et pendant la maintenance. Et le MTBF, c'est le temps entre deux défaillances consécutives. On voit bien qu'il y a aussi une relation mathématique entre le MTBF et le taux de défaillance. Tout ça, c'est des notions importantes, hein, qui vont être après très, très utiles quand on regardera d'un point de vue très pratique, en faisant des essais, la relation entre ces paramètres statistiques et les paramètres observables. Bien sûr, pour passer d'un échantillon à la population globale, au nombre d'appareils, pour généraliser en fait, on utilise des lois de distribution statistique qui sont nécessaires pour estimer donc la fiabilité d'un système. Donc, il y a deux lois, il y en a plusieurs, hein, je vous en cite deux qui sont les plus utilisées. C'est la loi exponentielle. La loi exponentielle, en fait, elle s'applique à des produits où les défaillances sont soudaines. C'est le cas, par exemple, des appareils électriques. Quand une ampoule, elle marche ou elle ne marche pas, hein. Donc, qu'elle tombe, la panne, elle n'est souvent pas annoncée et il n'y a pas de possibilité que le produit s'améliore. Par exemple, on ne peut pas avoir, en mécanique, ça peut se produire. Par exemple, si vous prenez euh, des appareils où il y a un joint élastomère à l'intérieur, au début, il y a une période de gommage et après, en fait, l'appareil peut être avoir un taux de défaillance important. Et puis après, une fois cette période de gommage passée, on peut avoir l'amélioration du produit. Donc, pour décrire ces lois statistiques, distribution statistique, on utilise des lois de Weibull, Weibull en anglais, je pense, mais bon, on le francise en Weibull. Cette loi est très, très utilisée en mécanique, elle est très souple et elle s'ajuste aux différents résultats expérimentaux que l'on obtient. Donc, c'est la méthode qui est utilisée spécifiquement dans la norme dont nous allons parler un peu plus tard. Donc, cette loi de Weibull, c'est une loi qui est donnée par, je ne vais pas m'apesantir sur les formules, et comme elle est un peu complexe, à vrai dire, à manier, et il y a des choses très pratiques qui existent, on appelle du papier Weibull, où on reporte les essais sur c'est comme un papier log-log, hein, c'est comme des papiers log-log. C'est une méthode graphique qui est très, très utilisée pour justement traiter ces fonctions
mathématiques. Il y a plusieurs actes. Je vous invite à aller regarder de près cette loi. Elle est très, très intéressante. Elle est très, très, très appliquée en mécanique. Sinon, en fait, il faut quand même donc le taux de fiabilité, le taux de défaillance, les temps moyens de bon fonctionnement, ils ne sont pas connus a priori. Donc, on est obligé de réaliser des essais. C'est le but des normes d'essais qui existent concernant la fiabilité. Et donc, c'est à partir d'un échantillon, on essaye de déduire le résultat concernant l'ensemble de la population, donc ce qu'on appelle une estimation statistique. Et en fait, l'inverse, quand on passe d'une estimation à l'échantillon, on fait comment, une estimation à inverse. Et en général, on ne dispose pas toujours d'observations complètes quand on fait une estimation sur un nombre donné d'échantillons. Par exemple, en fait, on ne peut pas parfois laisser les essais durer éternellement hein, pour aller jusqu'à la fin de vie de tous les produits qu'on essaie de tester. On dit qu'on a affaire à un essai qui est censuré. Tout ça, on va revenir un petit peu dessus. Quand on a des données complètes, c'est-à-dire que quand on a un échantillon, on est allé jusqu'au bout de fin de vie, jusqu'à la fin de vie de tous les composants qu'on teste, on dit qu'on a des données complètes. Et après, on a donc des données pour aller estimer ces fonctions de fiabilité. Hein, et pour ça, en fait, ça va dépendre de la taille des échantillons qu'on utilise. Si on a des très, très grands échantillons, en général supérieurs à 50, on utilise une méthode qui s'appelle la méthode des rangs bruts. Si on a un nombre d'échantillons qui est moyen, on va utiliser une méthode qui s'appelle la méthode des rangs moyens. Et quand on a des petits échantillons inférieurs à 20, on utilise la méthode des rangs médians. Pourquoi je vous parle, je vous mets en exergue cette méthode parce que c'est celle qu'on va utiliser dans nos essais. Bien entendu, je vous parle de tout ça parce que moi-même, je ne suis pas du tout fiabiliste, hein, je ne suis pas statisticien, je suis mécanicien en fait. Hein, c'est pour ça que vraiment, je vous donne les points qui sont utilisés dans nos normes. S'il y a des puristes, hein, des statisticiens parmi vous, hein, je m'en excuse parfois des raccourcis que je suis en train de faire, mais c'est très pratique hein, ce que j'essaie de vous montrer. Donc, par exemple, pour utiliser la méthode des rangs médians, vous voyez, donc, on a donc fait des essais hein, sur un certain nombre d'appareils, là en l'occurrence 20, et on mesure le temps en heure écoulé avant la première panne. Donc vous voyez hein, ce que je vous disais tout à l'heure, au début de vie, il y a beaucoup de pannes, et après, au fur et à mesure, donc, le nombre de pannes s'amenuise. Et à partir de ce tableau, on va essayer donc de venir mesurer les fonctions de fiabilité, le taux de défaillance et les taux et les fonctions et la fiabilité. Hein. Donc, à partir des rangs médianes, en appliquant les formules que je vous ai montrées dans le slide précédent, on arrive à ça. Maintenant, en fait, quand on a des données qui ne vont pas jusqu'au bout, qui sont censurées, on va venir utiliser une méthode qui s'appelle la méthode de maximum de vraisemblance. Cette méthode est un estimateur efficace au sens statistique. On ne va pas la développer ici, hein, je cite juste la méthode. Et de toute façon, quand vous traitez des essais avec la méthode de Bébulle, généralement, la méthode, il y a des logiciels informatiques qui traitent de ça. Donc après, en fait, toutes ces méthodes de vraisemblance, etc., existent déjà en résiduel. Mais c'est bien de savoir que c'est une méthode qui est mathématique. En fait, si tu passes, voilà, c'est en fait, elle consiste à chercher le modèle théorique qui donne la densité de probabilité maximale pour les données expérimentales que l'on. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, c'est le produit de la densité de fiabilité par le taux de fiabilité pour n durée de fonctionnement d'équipement avant la panne. C'est très, voilà, c'est très succinct, mais ça vous donne une idée un petit peu des choses qui sont utilisées pour traiter les essais censurés.
Maintenant, on va revenir donc, au cœur du sujet, c'est les normes utilisées en pneumatique, dans les transmissions pneumatiques. Donc, les normes ISO 19973 concernent l'évaluation par essai de la fiabilité des composants utilisés dans les transmissions pneumatiques. Cette norme, elle comporte 5 parties. La première partie, c'est les procédures générales utilisées. En fait, dans la première partie, tout ce qu'on vient de dire concernant toutes ces règles de fiabilité sont rappelées. Il y a des méthodologies qui sont données. On va revenir un petit peu en détail après sur toutes les parties. La deuxième partie, c'est les, euh, c'est l'application de toutes ces procédures aux distributeurs, en fait, aux distributeurs pneumatiques, aux appareils. La troisième partie concerne les vérins avec tige. La quatrième partie, le régulateur de pression. Et la cinquième partie, c'est une partie un petit peu fourre-tout où on met les clapets en-tour, les vannes sélecteurs de circuit, les, euh, les, les limiteurs de débit, etc. Enfin, les purges, etc. Enfin, il y a tous les appareils qui restent. C'est un petit peu non exhaustive, ma liste, je ne crois pas, mais bon. La partie 1, la première partie, comme je disais, c'est la partie qui signifie la stratégie d'essai, les analyses statistiques à conduire, le nombre d'échantillons à choisir, l'évaluation comment dire, des tests de fin pour l'arrêter, les tests, etc. Donc cette partie, elle est très importante, elle se focalise sur la méthodologie. Il y a l'explication du concept déjà, qui est donnée là-dedans, la stratégie à adopter pour la réalisation des essais. Comme je vous le disais, hein, toutes ces parties-là sont très, très focalisées sur les essais à réaliser pour déterminer la fiabilité des produits. Les analyses statistiques à mettre en œuvre sont précisées. Bien sûr, on explique le nombre et la sélection des échantillons à avoir pour réaliser ces essais, la détermination des fins des essais, les minimums de défaillance requises pour arrêter les essais, la durée minimale s'il le faut, les fins de vie, comment on définit une fin de vie, quelle est la défaillance qui signifie qu'un composant est en fin de vie ou pas. Les suspensions, on peut suspendre certains essais, c'est-à-dire prélever des pièces et peut-être les remplacer aussi par d'autres pendant les essais, hein, c'est des choses qui arrivent. Et également, dans cette partie-là, on parle de la censure des essais. L'évaluation des paramètres de fiabilité également sont traités. Donc, tous ces points-là, il y a des annexes pour expliciter très, très en profondeur la détermination de la fin de vie, la valeur des seuils, etc., etc. La partie 2, elle concerne les distributeurs pneumatiques. Donc, comme vous le voyez, on rentre dans le vif du sujet, c'est comment on réalise un essai de fiabilité sur des distributeurs. Bien sûr, tout type de distributeur, hein, c'est un centre fermé, un centre ouvert, monostable, bistable, etc. On définit les conditions d'essai, les procédures d'essai, la périodicité, les types de contrôle à effectuer, les critères de défaillance et les seuils à respecter, et comment on analyse spécifiquement les résultats issus des essais sur les distributeurs. La partie 3, comme je l'ai dit, traite des vérins avec tige. Donc là, en fait, on spécifie exactement l'orientation des essais, les charges à mettre sur les essais, est-ce qu'il faut mettre une charge, comment on l'a choisi, etc. Le nombre de cycles d'essai, les courses, comment on sélectionne la course en fonction des vérins, les procédures, la périodicité des contrôles, qu'est-ce qu'il faut contrôler, les fuites, tout un tas de choses, les pressions de fonctionnement, les vitesses de rentrée et de sortie de vérin, les critères et les seuils à respecter, et enfin, on explicite aussi comment on analyse les résultats obtenus. La partie 4 concerne, elle, les régulateurs de pression. Également, on spécifie les montages d'essais, le choix des distributeurs, les volumes d'essais, parce que comme vous pouvez le voir sur la petite figure que j'ai en 6, il y a un réservoir qui est très important et on explique comment on choisit les volumes d'essai en fonction du régulateur de pression à tester. Les conditions d'essai à respecter, le réglage de pression génératrice, le réglage de la pression régulée,
le type d'essai, le nombre de cycles d'essai à réaliser. Ensuite, les procédures d'essai, les périodicités des contrôles, les types de contrôles à effectuer, les critères de défaillance et seuils à respecter, etc. Et enfin, pareil, pour la partie 5, c'est une partie qui concerne, comme vous pouvez le voir, pas mal d'appareils. Par exemple, là, il y a un clapet de Nortour piloté, un sélecteur condition. Enfin, voilà, c'est vraiment tout le reste des appareils qu'on utilise en pneumatique et également spécifie les choix des conditions initiales d'essai, la définition des fréquences, les périodicités des contrôles, les types de contrôles à effectuer également, etc. Donc voilà un petit peu, en gros, comme vous le voyez, donc il y a la première partie qui concerne les statistiques, en fait, à vrai dire, et la conduite des essais, et toutes les autres parties concernent tous les appareils qui existent, à peu près tout, qui existent en pneumatique. Pour terminer ce très bref exposé, je vais vous parler un petit peu de ces normes-là et de la position de la France vis-à-vis de la norme ISO, enfin des normes ou de la norme, du corpus de normes ISO 19973. Donc en fait, la France se trouve être le seul pays actif qui a voté négativement à ces normes. Excusez-moi, il manque un S à norme. Les motifs principaux du refus de la France concernent principalement la définition des essais, en fait, des équipements d'essai à mettre en œuvre. Parce qu'en fait, on a vu depuis le début de la mise en œuvre, la mise au point de ces normes, qu'il y avait des biais expérimentaux qui étaient importants, notamment sur les températures, qui peuvent, suivant certains cas, accélérer les défaillances, donc ne pas représenter une utilisation normale des produits. Les conditions d'essai, les choix des fréquences de cyclage, euh, qui est fixé a priori. Donc la France propose de déterminer cette fréquence à partir d'essais, alors que, en fait, dans la norme, elle est donnée arbitrairement, ce qui est aussi conduit à des problèmes de hausse de température et de défaillance plus rapide et plus soudaine qu'il n'y paraît. La procédure d'essai, le nombre d'échantillons à tester est de 7 dans la norme. En fait, c'est le minimum, la norme prend le minimum pour que ça soit représentatif. La France a toujours proposé 10 au minimum pour que ça soit un peu plus représentatif et de ne pas se pénaliser. En fait, et en fait, les critères de défaillance qui sont jugés trop lâches. En fait, la norme, ils ont voulu compenser le fait qu'on travaille sur 7 échantillons. Ils ont mis des seuils plus importants pour rattraper les choses. En fait, on a toujours pensé, les, les, euh, les experts français, je ne suis pas tout seul à travailler là-dedans, les experts français ont jugé que il fallait rétablir les choses de façon plus rationnelle. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, la France travaille en ce moment à proposer autre chose et on est en cours de discussion, bien entendu. Voilà, je vous remercie, Juliette. Je te laisse, je te laisse. Merci beaucoup, Saïd, pour cette présentation. Donc, je vous remets quand même à l'écran ces coordonnées si jamais vous avez besoin de plus amples renseignements. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et du coup, bah, sans transition, moi, je vais vous parler d'étanchéité. Donc, l'étanchéité en normalisation, qu'est-ce que c'est? Alors, bah, c'est déjà la commission NM31, on en a déjà parlé, et c'est aussi et surtout les joints toriques. Donc, c'est Industrie, CETIM et UNM qui sont là pour promouvoir ensemble les propositions et les positions françaises à l'international. Donc, tout à l'heure, je vous avais fait une très brève présentation de comment s'articuler l'ISO, les transmissions de reliquets pneumatiques, le comité technique, les sous-comités. Et alors, il faut savoir qu'on a un sous-comité dédié sur l'étanchéité, qui est un secrétariat japonais, qui s'appelle Dispositif d'étanchéité. ISO TC 131 SC7 pour les intimes, comme on dit. Euh, voilà, il faut juste savoir que l'étanchéité, c'est un gros pôle dans les transmissions de reliquets pneumatiques, qui chapeaute d'ailleurs 3 groupes de travail ISO. Donc, critères de construction pour les applications normalisées des joints toriques qui nous concernent directement aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis en gras. On a aussi un groupe de travail sur les bacs d'étanchéité à lèvres pour arbres rotatifs et un groupe qui s'intitule Capacité d'étanchéité à basse température des joints élastomères.
Nous, on va s'occuper aujourd'hui que du premier sur les critères de construction pour les applications normalisées des joints toriques. Donc, les joints toriques. Aujourd'hui, on a une proposition française qui est basée sur un fascicule de documentation. Donc, vous voyez une espèce de code un petit peu barbare ici. En fait, donc c'est le FD E48-043. Donc, le fascicule de documentation, en fait, c'est vraiment un guide pour le choix et le contrôle des fournitures. Un fascicule de documentation, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord informatif. On n'a aucune prescription, aucune exigence. Ça ne peut contenir que des données informatives sur l'état de l'art. Ça peut éventuellement aider à la lecture d'une norme et ça peut être comme une explication, une interprétation d'une norme. Ça, c'est dans les règles de normalisation françaises. C'est à la différence d'une norme, on est là pour aider l'utilisateur du document ou celui qui s'y réfère. On n'est en aucun cas là pour dire vous devriez faire ci, je vous conseille de faire ceci ou de faire comme ça. Pas du tout. Donc, par exemple, un cas pratique, si on prend le domaine d'application de ce fascicule de documentation, on voit que ce document donne les principes pour guider et optimiser le choix des matériaux à base d'élastomères constituant des joints toriques, ainsi que les modes opératoires d'acceptation et de contrôle de réception de ces joints pour assurer une qualité et une fiabilité optimale des systèmes hydrauliques dans lesquels ils fonctionnent. Alors, vous avez des indices dans les domaines d'application qui voilà, vous donnent les clés sur la nature d'un document. Ici, on en a plusieurs. C'est assez nuancé, c'est assez fin, mais apprendre à les repérer, ça peut être très utile. On a, par exemple, une volonté, comment dire, voilà, d'aider, de supporter l'utilisateur. C'est vraiment donner les principes pour guider. On est là pour soutenir l'utilisateur dans sa démarche, pour l'aider à y voir plus clair, pour apporter de la clarté, de la lisibilité, de l'efficacité, pour combler éventuellement le manque documentaire aussi. Donc, les mots en gras, c'est donner les principes pour guider et optimiser. Une fiabilité, une qualité, une fiabilité optimale. Voilà. Donc là, on est vraiment dans une volonté de communiquer sur les bonnes pratiques à adopter en matière du choix et de contrôle des fournitures pour les entreprises. Ce fascicule de documentation s'est métamorphosé en proposition française internationale à l'ISO. Donc, à l'ISO, ça s'appelle un rapport technique, donc Technical Report en anglais. Pareil, ce ne sont des informations qui n'apparaissent pas dans une norme ISO. On ne veut surtout pas de redondance à l'ISO. C'est-à-dire que s'il y a déjà un document qui existe, on peut éventuellement apporter un complément, mais on n'est pas là pour réécrire ou paraphraser. Donc, c'est avant tout des informations qui sont obtenues à partir d'une étude menée dans les pays participants. Voilà. Petite parenthèse, il y a les pays participants et les pays observateurs, hein. C'est un petit peu comme à l'ONU, il y a les pays membres et les pays observateurs, pareil. Des informations sur les travaux menés dans d'autres organisations internationales. Donc, par exemple, ça peut être, je ne sais pas, un complément par l'IEC, un complément par la STM, ou voilà, ce genre d'organisation. Il y a aussi les normes API, etc., etc. Et ça peut être aussi des informations sur l'état de l'art d'un pays donné. Parce que selon le pays, je pense notamment au Japon, on s'aperçoit qu'il y a enfin, il y a un monde en fait entre les deux, et c'est toujours très intéressant de mettre les deux en perspective. Euh, et ça peut être aussi des principes pour des exigences spécifiques dans une norme ISO en lien, donc qui va être relié voilà, à ce document. Encore une fois, pareil que le fascicule de documentation entièrement informatif, surtout pas d'exigence, encore moins de recommandations ou de permissions. Et surtout, 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 ce qu'on ne veut pas, c'est des sous-entendus. Donc là, je vous parlais de clarté tout à l'heure, c'est la même chose à l'ISO. Le but, c'est d'apporter de la lisibilité, c'est pas de noyer l'utilisateur sous une masse d'informations qu'il n'arrivera pas à déchiffrer ni à exploiter d'ailleurs. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la durée de vie du joint torique, il y a plusieurs facteurs. Il y a quand on achète, donc ça c'est vraiment la vision macro. Donc on achète un joint qui va dans un système d'étanchéité et en fait, il y a différents facteurs qui entrent en jeu. Il y a la conception de surface, il y a l'application de fluide, il y a l'application des conditions de fonctionnement, il y a le matériau de formulation, le matériau de propriété, le matériau de production, conception d'installation. Pour donner un rapide aperçu.
Ensuite, excusez-moi, il y a eu une faute de frappe ici. Alors, composition et propriété du caoutchouc, voilà, c'est ce qu'on discute. En fait, ce qu'on veut dans ce fascicule de documentation, c'est passer des caractéristiques générales qui sont à gauche aux caractéristiques spécifiques qui sont à droite. Donc, en fait, les caractéristiques générales, qu'est-ce que c'est? C'est en fait ce qu'on va retrouver dans les fiches techniques, c'est ce qui est communiqué par les fournisseurs et qu'on va retrouver notamment dans des normes. Et à droite, on a les caractéristiques spécifiques. Et donc, du coup, l'intérêt, c'est comment on passe des caractéristiques générales aux caractéristiques spécifiques et comment. Donc là, notamment sur le schéma de droite, vous avez tout ce qu'on appelle le degré de dégradation, mais à selon plusieurs perspectives. Donc en bleu, il y a ce qu'on appelle la force du joint, qui est très haute au début à 100 et puis qui chute de manière constante. En vert, on va être tout ce qui va être déformation du joint. Donc là, à l'inverse, on commence doucement, mais ça monte de manière assez continue quand même. Et puis le niveau de fuite, ou alors là, par contre, c'est très marqué. Au début, tout va très bien, pas de souci. Et puis d'un coup, paf, il y a une fuite. Et d'ailleurs, ça se voit très lisiblement sur le schéma. Voilà. Donc enfin, on a aussi voilà, des informations générales dans ce fascicule de documentation. Et on a aussi et surtout un glossaire pour la plupart de la terminologie qui est utilisée dans l'industrie des joints et du caoutchouc. Donc on a notamment le produit caoutchouc, la vulcanisation, l'élasticité, polymère, élastomère, enfin voilà, et j'en passe. Donc là, moi, j'ai fait aussi cette présentation en coopération avec Abdelia Kazi de chez Poquelin, qui est d'ailleurs chef de projet sur cette proposition française de rapport technique à l'ISO. Et Benoît Ounès du CETIM qui travaille également avec Abdelak, donc ils sont dans le même groupe. Et ils ont fait, pas plus tard que la semaine dernière, une présentation au groupe de travail international à Londres pour promouvoir cette proposition et en faire un document qui soit vraiment efficace, visible et lisible surtout sur la scène internationale. Voilà, donc avant de conclure, je voulais aussi rapidement vous présenter les outils qui existent en normalisation pour vous faciliter la vie au quotidien. Que ce soit juste pour s'informer ou pour participer. Donc, il y a ce qu'on appelle Norme Info. Donc, Norme Info, c'est notamment l'outil qui va vous permettre de répondre aux enquêtes publiques. Quand il y a une norme voilà, qui arrive à un certain stade, la dernière étape technique, on fait ce qu'on appelle une enquête publique. Donc là, même si vous ne participez pas dans une commission, vous n'êtes pas dans une commission, vous pouvez tout à fait soumettre des commentaires. C'est fait pour. C'est l'occasion de voir si le projet correspond à l'état de l'art. Voilà. Donc, ça, c'est par exemple un exemple de résultat de recherche. Donc, vous pouvez sélectionner les sujets qui vous intéressent. Et en fait, de cette manière, vous pourrez rester informé de l'actualité d'un projet de norme et d'un œil avoir les enquêtes publiques qui apparaissent. Donc là, par exemple, c'était UNM 45 pour, il me semble, la sécurité des machines. Ici, on a une capture d'écran de ce qui apparaît à l'écran quand vous souhaitez répondre à une enquête publique. Donc, c'est comme un petit formulaire. Vous pouvez commenter, donner une position, envoyer la réponse. Donc, tout ça, ça se fait en ligne. Ou vous pouvez également compléter le tableau de commentaires hors ligne. Donc, notamment, vous avez tout ça en fait qui apparaît directement dans le formulaire. Vous pouvez télécharger les documents qui sont utiles. Vous pouvez soumettre les commentaires et donner votre position et contacter également le responsable de la commission. Parce qu'après, les commentaires, généralement, nous, au niveau normalisation, on les rassemble, on les compile et ils sont ensuite étudiés par la commission française pour déterminer la position nationale. En fait, par exemple, pour vous donner un cas très concret, si on a des commentaires qui contredisent, on va organiser une réunion pour essayer de trouver un consensus et un compromis. Parce qu'on ne peut pas dire blanc, noir, enfin, l'ISO ne validera pas la position et le commentaire. Voilà, donc moi j'ai terminé également. Je vous remercie pour votre attention. Si vous souhaitez être recontacté par Saïd ou par moi-même, vous avez nos coordonnées qui apparaissent à l'écran. Je vous invite également à remplir le questionnaire de satisfaction. Voilà, et puis il nous reste environ une dizaine de minutes pour répondre aux questions s'il y en a. Moi, par contre, j'ai une question. Oui, Dans un document technique, hein, en fait, tel que tu l'as présenté, théoriquement, il y a on peut quand même mettre des références normatives. C'est-à-dire qu'en tout fait, à on peut fait. s'appuyer sur ouais. Oui, C'est oui. d'accord.
Parce qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas influer avec ce document-là, mais on peut utiliser le corpus existant Tout de nos à fait, clients. oui. Oui, oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Enfin, c'est ce que le chef de projet, et, donc Abdelak et Benoît ont fait. C'est-à-dire que, enfin, même si le document est purement informatif, on peut tout à fait s'appuyer sur des normes. Ça, c'est absolument pas contradictoire. Justement, si on reprend aussi un petit peu le cadre, un petit peu de fonctionnement, c'est aussi d'apporter un complément. Donc là, ça a un sens de mettre la référence normative qu'on veut compléter, justement. Merci. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, nous vous remercions pour votre attention. Nous espérons que ce webinaire vous a apporté un aperçu clair, efficace et utile sur l'activité de la commission INAM 31 sur les transmissions hydrauliques et pneumatiques. Encore une fois, si jamais vous avez des questions, je vous invite à contacter soit Saïd, soit moi-même, ou je vous les remets aussi à l'écran, les coordonnées de, des experts qui sont en leadership sur le rapport technique. Voilà. Et puis sinon, bah, il nous reste à vous souhaiter une très bonne journée et en ayant hâte d'avoir de vos nouvelles. Merci Juliette, merci à tous.